bonjour à tous, bienvenue à l'auditorium du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Alors je suis très heureux d'ouvrir cette séance du colloque sur les langues juives dans l'espace méditerranéen pour de nombreuses raisons. La première, c'est que ça nous permet de rappeler et d'affirmer l'importance de la recherche dans ce musée, puisque le musée d'art et d'histoire du judaïsme est un lieu évidemment de diffusion culturelle, mais c'est aussi un lieu de recherche. Nous y tenons beaucoup avec Dominique Schnapper, notre présidente, et toute l'équipe du musée. Et donc c'est un lieu qui a vocation à organiser ou à accueillir ou à co-organiser, selon les cas, comme c'est le cas aujourd'hui, des manifestations scientifiques. Et comme vous le savez, il y a de nombreuses conférences et de nombreux colloques dans cette salle. C'est une, en tout cas, de ces vocations. Alors, je n'ai pas besoin, évidemment, de rappeler l'importance des questions linguistiques dans l'histoire et dans les cultures du judaïsme. J'emploie délibérément le pluriel, comme nous le faisons ici un peu systématiquement. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, on évoque évidemment l'espace méditerranéen, parce que notre musée a, de plus en plus à tort, mais un peu la réputation d'avoir un tropisme ashkénaze ou un tropisme yiddish. Ça a été parfois vrai. C'est un peu inhérent à son histoire, et c'est évidemment, ça n'a pas de fondement scientifique ni culturel. Au passage, d'ailleurs, je relève avec beaucoup de plaisir et de bonheur qu'on va évoquer le judéo-espagnol et le judéo-provençal, qui ont eu une existence, ou qui ont encore une existence sur le territoire de la France actuelle, et puis les autres, et le judéo-arabe également, bien sûr, les autres langues ayant tout à fait autant d'intérêt, mais disons que je trouvais intéressant de souligner que ces langues avaient une existence en France. Alors juste un mot pour évoquer les questions de diffusion, puisque vous avez certainement, en arrivant, traversé l'exposition Salonique 1870-1920, Jérusalem des Balkans, qui est issue d'une magnifique donation due à Pierre de Gigord, et qui évidemment résonne avec notre colloque, puisque c'était en quelque sorte, si vous m'autorisez cette définition, la capitale du judéo-espagnol, en tout cas démographiquement, quantitativement, statistiquement. Vous verrez aussi dans le musée, si vous vous y promenez au cours de la journée, une importante exposition consacrée à Johann Sfar, qui lui a l'avantage de combiner à la fois un héritage ashkénaze et un héritage judéo-maghrébin, on va dire. Et puis une œuvre très importante de Chana Orloff. Alors là, la question linguistique est évidemment intéressante, parce que nous disons délibérément, comme les petits-enfants, Chana Orloff, mais évidemment, on serait tenté de dire Chana Orloff. Oui, mais alors nous respectons les désirs de la famille. Et puis au second étage, une œuvre très intéressante d'un artiste français contemporain qui travaille sur les spoliations et qui s'intitule Fonds Paul Rosenberg, les années parisiennes, qui évoque l'ensemble de la collection de Paul Rosenberg, qui avait sa galerie, comme vous le savez, 21 rue La Boétie, où s'était installé sous l'occupation l'Institut des questions juives. Donc l'artiste a recensé l'ensemble de la collection de ce très important galériste. C'est une manière pour nous d'évoquer ce qu'ont été les spoliations. Et puis nous ouvrons dans quelques jours, la semaine prochaine, une exposition dans les salles sur les présences juives dans l'art du XXe siècle, consacrée à 3 artistes, alors qui, elles, j'ai envie de dire, sont malheureusement toutes les 3 originaires du monde ashkénaze, Georgette Meyer, Charlotte Henschel et Sonia Stein-Shapir, comme leur nom l'indique. Encore une fois, on retombe sur des marqueurs linguistiques, et qui sont des œuvres importantes qu'on redécouvre. C'est des artistes relativement oubliés qui ont fait l'objet de donations au musée, et ça nous permet aussi de donner une place accrue au musée aux artistes femmes, ce qui est évidemment une chose importante. Alors je conclus en laissant la parole à mes voisins, qui sont les vrais organisateurs de ce colloque, Elisa Carandina, Giacomo Corazzol et Zeiko Jovanovic. J'espère que je n'ai pas trop écorché leur nom. Un jour comme aujourd'hui, ça serait évidemment un peu navrant. Et donc, je rappelle que le colloque est organisé avec donc l'INALCO, le CERMOM, qui n'est pas un endroit où on pressure les enfants, mais
oui, pardon de ce jeu de mots un peu potache, hein, mais vous savez qu'on a organisé ici une exposition Pierre Dac, mais qui est, je vous laisse le dire, Elisa. C'est le Centre de recherche moyenne, Orient et Méditerranée. Voilà, bon. Plus banalement. Voilà. Vous l'aurez compris, dans notre institution, on n'est pas très protocolaire et effectivement, parfois, on préfère les calembours. L'école pratique des hautes études et son institut des langues rares. Et on a aussi le concours de l'université d'Oxford. Mais je vous laisse rentrer dans la substance de notre rencontre. Et merci. Je ne veux pas m'attarder très longuement. C'était juste un mot de bienvenue et de remerciement. Comme c'est toujours le cas dans ce genre d'occasion, on n'arrive jamais à une journée d'études sans la collaboration de plein de personnes, plein d'institutions. Donc là, ma voix est juste là pour représenter et pour remercier toutes les personnes qui ont permis cette journée. Donc, on souhaite les organisateurs, donc Jelko Jovanovic, Giacomo Corasol et moi, nous souhaitons tout d'abord remercier profondément la générosité du MAGE qui nous a accompagnés dans l'organisation à plusieurs niveaux. Donc, on est très reconnaissant de ce moment, de cet espace et de ce temps. On souhaite remercier toutes les institutions qui ont collaboré à l'organisation. Si vous me permettez juste de le rementionner, parce qu'il y a l'INALCO, les fameux déjà CERMOM, l'Institut des langues rares, l'Université d'Oxford, l'École pratique des hautes études et bien évidemment les MAGE, sans lesquels cette journée n'aurait pas pu se faire. Et remercier tous les intervenants qui ont la gentillesse d'accepter de façon très accueillante par rapport à nos propositions, nos invitations. Donc, je les remercie. Je remercie le public qui est déjà là. Je ne veux pas vous retenir plus. La journée va se dévoiler devant vous. Vous avez vu déjà, le programme est très riche. On aura plusieurs occasions plus formelles et plus informelles de débattre et de juste profiter de ce contact entre langues, de voir comment les langues bougent, se touchent, résonnent l'une à côté de l'autre. Donc, juste encore un mot pour vous remercier et remercier tout le monde qui a permis cette journée. Merci. Donc, on va commencer. Bonjour encore une fois et merci encore une fois de votre présence. Donc, on va commencer avec la première session. Avec le titre « Langue juive en Afrique du Nord ». Je voudrais inviter les intervenants de la première session de me rejoindre ici à la table. Et donc, le premier intervenant est M. Jonas Siboni. M. Jonas Siboni est maître de conférences en linguistique hébraïque à Sorbonne Université, titulaire d'un doctorat en linguistique sémitique de l'École normale supérieure de Lyon. Ses recherches concentrent la linguistique comparée des langues sémitiques et la dialectologie arabe. Jonas travaille en particulier sur l'hébreu biblique et les paroles arabes des Juifs du Maroc. Aujourd'hui, il va nous parler sur les midrash du roi Salomon et des trois frères en arabe judéo-marocain. Donc, Jonas, je vous donne la parole et merci encore une fois. Merci beaucoup. Pour surveiller le temps. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être là. Je fais un petit test. Comment ça marche? Comme ça? Non. Ça marche ou directement comme ça, ouais. D'accord. Alors, bon, déjà, je suis ravi d'être là. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler d'une histoire qui a circulé dans le monde juif. Donc, c'est l'histoire de trois étudiants, de trois frères, qui décident d'aller apprendre la sagesse auprès du roi Salomon. Donc, ils parcourent beaucoup de contrées et ils arrivent à Jérusalem. Ils commencent à demander à Salomon, voilà, est-ce qu'on va pouvoir rester ici pour apprendre la sagesse? Et Salomon leur dit, oui, bien sûr, restez avec moi. Celui qui voudra apprendre la sagesse, il apprendra. Celui qui finalement aura estimé que ça ne lui convient pas, qu'il reparte avec un salaire.
13 ans se passent, les trois frères se disent « bon, on n'a quand même vraiment rien appris ». Un peu dommage. Donc ils vont se plaindre auprès de Salomon qui leur a dit bah, écoutez, prenez votre salaire et puis partez. Ils s'en vont et puis sur le chemin, le plus petit des trois frères dit aux deux autres bon, c'est quand même un peu raide, on y retourne et puis on voit si on peut discuter. Et puis les deux grands frères le snobent en lui disant non, mais va chercher tes paroles de sagesse, nous on a notre argent, c'est très bien comme ça. Le jeune frère retourne auprès du roi Salomon. Salomon non seulement lui enseigne la sagesse, mais en plus lui laisse son argent. De l'autre côté, les deux grands frères meurent parce qu'ils n'étaient pas assez sages, parce qu'ils n'avaient justement pas entendu ses paroles. Et puis, bon, il y a relativement un happy end. Donc, mon idée, c'est que cette histoire que je connais en judéo-marocain, j'ai eu envie de la publier. Publier l'histoire complète, alors peut-être dans des actes de ce colloque, avec une traduction et bien sûr une analyse linguistique qui est vraiment, voilà, c'est ce que je fais en général. Mais puisque je dispose que de 18 minutes, je vais plutôt vous parler de mon histoire avec ce texte et de la longue quête, de la difficulté que j'ai eu à le retrouver. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce texte, je l'ai rencontré au début des années 2000, quand j'ai commencé mes études à l'INALCO. Et je suivais un dulco d'hébreu, à l'époque ça s'appelait le dulco. Et j'ai commencé à apprendre le judéo-marocain dans un cours du CNED qui avait été fait par Jules Danan. Et donc le dernier texte, c'était celui-là, Ma'asedidez Bintleta d'Lechwan, l'histoire qui s'est passée entre trois frères. Quelques années plus tard, je suis arrivé à Paris pour terminer justement ce dulco. J'ai continué mes cours de judéo-arabe avec Nicole Serfati et on a refait ce texte. J'ai tout de suite vraiment beaucoup aimé ce texte et depuis je suis devenu chercheur en judéo-marocain, sur le judéo-marocain. J'ai eu envie de le traduire et de le publier. La première chose que je me suis dit quand même, c'est que pour le publier, il fallait que j'ai la source du texte. Et je me suis rappelé que dans le cours de Jules Danan, il y a pas mal de textes qui étaient donnés. Et puis, en général, ils sont tous sourcés. Et puis là, justement, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est l'image du cours du CNED. On voit que c'est un texte imprimé qui a été photocopié. Donc je me suis dit que j'allais sûrement trouver ça simplement. J'ai ressorti le cours du CNED, que j'avais toujours chez moi. Et il se trouve que c'est le seul texte qui n'est pas sourcé. J'ai contacté Jules Danan. Je lui ai demandé, il ne se souvenait pas, c'est vieux, hein, ça fait 25 ou 30 ans, donc il ne se souvenait pas précisément d'où il avait trouvé ce texte. J'ai demandé à Nicole Serfati, pareil, pas de souvenir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé d'abord à écumer tous les recueils de contes judéo-marocains que je connaissais. Il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre, il y en a encore plus d'ailleurs en Algérie et encore beaucoup plus en Tunisie. Donc je me suis quand même centré sur les textes marocains. Par exemple, Sef el-Shevahaim, qui est un livre assez connu, dans lequel on a 20, 30 ou 40 contes, vraiment avec une langue qui ressemble beaucoup à celle du texte que j'avais trouvé dans le cours du CNED, et qui parle beaucoup de Haïm Pinto, donc du saint, du tzaddik marocain. Il n'était pas dedans. J'ai regardé le Sefer Shifhet Tzadikim, qui est également assez connu, qui est en 3 volumes. Dans chaque volume, il y a 20, 30 ou 40 contes pareils. Bon, celui-là, il est connu pour être quand même traduit de contes ashkénazes. Il n'était pas dedans. J'ai cherché dans le Sefer Ma'asenissim qu'on voit ici, qui est oranais, je crois. Rien. En fait, j'ai cherché dans des dizaines de recueils et je n'ai rien trouvé. Mais dans ces recherches, je suis tombé sur un certain nombre de versions hébraïques du texte, dont celle qui m'a peut-être que je trouvais la plus étonnante, c'est qu'en fait on le retrouve chez Bialik. Chez Bialik, dans un recueil de Haggadot, qui est intitulé Vayhi Hayom, et dont la première édition est parue en 1933. Donc voici le début, en hébreu. Shlomo ou Shloshet Achim. Je ne vois pas grand-chose. Je rapproche l'ordi ou je regarde comme ça, je ne sais pas. Ou Shlosha Anashim, 3 personnes, Shloshet Achim, 3 frères, Baou el Shlomo, les Shema Chochmato, sont allés voir Salomon pour entendre sa sagesse. Beomram lakachat mepiv da'at utvuna, pour prendre de sa bouche, je traduis très mal, sagesse et connaissance. Vayomer, on a un beau vaïktol biblique, Vayomer lahem Shlomo, Salomon leur a dit, Bezot eot lachem, je vais vous montrer, Kita'amdu lefanai shalosh shanim lesharteni. Restez avec moi 3 ans pour me servir, etc. Je découvre qu'en fait, cette version de Bialik a même été adaptée en dessin animé en Israël. Non, en fait, le texte n'est pas si méconnu que ça. On a même un épisode en fait, de 6 minutes précisément sur cette histoire-là, du roi Salomon et des 3 frères, qui reprend cette histoire, qui a été diffusée en 1991. On peut tout à fait visionner cet épisode sur Internet, sur le site de Cannes Achion.
En fait, on a même la série complète des Haggadot qui avait été recueillies dans Vahi Hayom par Bialik, qui sont vous pouvez les voir hein, sur le site internet, ça s'appelle Haggadot HaMelech Shlomo, donc voilà, les légendes du roi Salomon, adaptées du texte de Bialik. En continuant à chercher, j'ai cherché ce texte pendant des années, en réalité. Non, je ne me suis pas levé tous les matins et de 9h à 18h, j'ai cherché ce texte, mais c'est un truc qui me restait dans la tête. Je me disais, il faut que je trouve la source de ce texte, parce que je veux le publier, ce texte m'intéresse, je le trouve drôle, je le trouve sympa, et rien. J'ai trouvé sur Sefaria, le site internet, la base de données, quoi, un texte très proche, mais qui n'est pas qui est en hébreu et qui raconte la même histoire, mais qui n'est pas du tout le même texte que Bialik. Et sur Sefaria, j'ai vu que le texte est sourcé et renvoie à un recueil de Midrashim publié par Eisenstein à New York en 1915. En fait, le texte de Sefaria est effectivement du recueil de Midrashim. On le retrouve quasiment à l'identique, avec quelques petites variantes de vocabulaire, des petits trucs qui bougent un petit peu, dans plein d'éditions en fait, en hébreu, dont le Sefer Osepele, dont on m'a parlé assez vite en fait quand j'ai fait ces recherches-là. Alors voilà ce que donne ce texte, donc en hébreu, qui n'est pas du tout un hébreu de même nature que celui qu'on retrouve dans le recueil de Bialik. Maaseh Bishlosha Achim, c'est l'histoire de trois frères, She'alchou lilmod Torah etzel Shlomo HaMelech, qui étaient partis apprendre la Torah auprès du roi Salomon. Amad lahem Shlomo, le roi Salomon leur dit, Imdu veshamshu lefanai, restez et servez-moi. Va'ani alametchem chochma, et je vous enseignerai la sagesse. Umina otam liot sarei apargod shelo, et il les désigna comme sarei apargod. Donc là j'ai eu un petit problème sur l'hébreu. Les ministres de coulisses, ça fait penser à l'expression hébraïque me'achorei apargod. Bon, ça reste un peu obscur pour moi. Si quelqu'un dans la salle a l'idée précise de ce que c'est sarei apargod, je suis preneur. Amdou Sham, Yud Gimel Shana, ils sont partis 13 ans. Ils sont restés là-bas 13 ans. Les Sof Yud Gimel Shana, après 13 ans, Amrou Zeleze, ils se dirent l'un à l'autre, Ma asinu ki azavnu et betenu vechol asher lanu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a quitté notre maison et tout ce qui nous appartenait. Hare Yud Gimel Shana, voici 13 ans, chez Banu Lilmot Torah, que nous sommes venus apprendre la Torah. Veshimashnu oto, velo lamadnu klum. Et on a servi Salomon et on a rien appris. Manifestement, le texte marocain, sur lequel je vais en parler à un moment, est beaucoup plus proche de celui-là, de celui d'Eisenstein et de plein de publications, est beaucoup plus proche que celui de Bialik. Donc voici quelques exemples pour comparer. Là, ça va être petit ici. Je ne vais peut-être pas tous les lire, juste les deux premiers, pour comparer le texte hébreu, le second, et le texte judéo-marocain. Maaseh Bishlosha Achim, c'est l'histoire de trois frères, She'alchou lilmod Torah etzel Shlomo HaMelech, qui étaient partis apprendre la Torah auprès du roi Salomon. Dans le texte marocain, on a un titre, Maaseh Didaz bint Letad Lechwan, une histoire qui s'est passée entre trois frères. Et la première phrase, Maaseh dit Letad Lemda, une histoire de trois étudiants d'Ishlomo HaMelech, du roi Salomon. Bon, un exemple un peu plus loin dans le texte, Amrou lo Echav, ses frères lui dirent, Im retzoncha lachazor, si ta volonté. Alors là, justement, dans les différents textes hébreux, on a des petites nuances. La chazor, la chzir, rendre, ramener, hazerubim, l'or, l'ilmod shlosha divrei chochma, pour apprendre trois paroles de sagesse. Lech, va, ki anu lo nachzor liknot dvarim bemamon, parce que nous, on ne va pas acheter des paroles avec de l'argent. Ce passage-là, c'est les deux grands frères qui disent aux petits frères, vas-y si tu veux, nous, ça ne nous intéresse pas. Dans le texte marocain, on a un truc très proche. Haduk juj d'Ikhwanul Kbar, ses deux grands frères, Qaloulo, lui dire Il enti hebtil hukma, si tu veux la sagesse, Sir Raza'in Sultan, tu n'as qu'à rentrer voir le roi, ou ta'ilm andul hukma, et apprendre la sagesse auprès de lui. Ehna ba'dak, quant à nous, man bedl flus bil klam al khawi. Nous, on ne va pas échanger notre argent contre des paroles vides. Donc voilà, j'avais identifié probablement un original hébreu, possiblement, mais il fallait toujours que je retrouve la source du texte marocain. Donc encore une fois, je vous parle de plusieurs années, de trucs un peu maniaques, quoi, hein. Je me disais, il faut que je trouve ce texte. J'ai consulté énormément de catalogues, je suis allé dans beaucoup de bibliothèques, j'ai embêté beaucoup de collègues, tous ceux, vraiment des collègues français, américains, belges, israéliens, où je me suis dit peut-être qu'ils sauraient. J'ai demandé à Jules Danon, Nicole Serfati, Yehudi Tenchke, Ofrati Roche-Becker, Yossi Chetrit, Gabriel Abensour, à beaucoup de gens, j'ai vraiment embêté beaucoup de monde.
Et puis un peu désespéré, je me suis mis à entrer dans Google des phrases entières du texte en judéo-marocain, et toujours rien. Puis j'ai quand même remarqué que dans le texte que j'avais, de Jules Danan, il y a des mots qui sont effacés et qui sont remplacés par d'autres mots à la main. Donc je me suis dit qu'il a dû corriger des choses qui lui paraissaient étonnantes, puisque c'était un texte qui était fait pour l'enseignement. Donc il avait dû corriger des choses peut-être trop compliquées, ou alors des fautes de frappe, ou des choses de cet ordre-là. Donc j'ai décidé de sélectionner les passages non corrigés, parce que c'est apparent, quand il y a vraiment du typex et un truc qui est passé dessus. Donc des passages courts avec des mots rares et non corrigés. Et là, banco, c'est Google qui a trouvé. Je vois qu'un bout complet du texte ressort comme étant issu d'un ouvrage disponible seulement à 2 endroits, un exemplaire à la Bibliothèque nationale israélienne et un autre au Machon Ben Tzvi, à Rehavia, à Jérusalem. Le plus étrange, c'est que le titre du recueil qui apparaît renvoie à un ouvrage que j'ai dû consulter au moins 50 fois. Et en fait, voilà ce qui s'est passé. En fait, il y a 2 livres distincts, de contes en judéo-marocain, avec le même titre, le même texte d'introduction sur la page de garde, et la même maison d'édition. En fait, j'en connaissais qu'un des 2, et l'autre, je l'ai vu passer, mais je me disais, c'est bon, ça j'ai déjà checké, je sais que c'est pas là. Le premier, Sefer Shevahaim, qui est assez connu, qui a été publié en 1939 à Casablanca, et le second à Jérusalem en 1960. Et qui donc, voilà, il y a 2 exemplaires qui sont identifiés, un à la Sifriya Leumit à Jérusalem et l'autre à Omachon Ben Tzvi. En fait, la maison d'édition s'est déplacée du Maroc vers Israël avec l'Alia du Maroc et a, d'une certaine manière, republié son ouvrage avec le même titre, la même intro, la même page de garde, mais on ne trouve pas précisément les mêmes contes dedans. Alors une fois que les collègues de Ben Tzvi m'ont envoyé les scans des pages de mon compte, j'ai pu tester mon hypothèse des passages corrigés par Jules Danan, qui s'est confirmée. Même le titre avait été un peu corrigé. Voilà, la version d'origine, vous l'avez en marron et en blanc, la version qu'on trouve dans le cours du CNED de l'INALCO. Ma'aseh didez beyin, tleta del Juan. Alors c'est vrai que le beyin est très étonnant, parce que en fait, c'est pour la préposition bin, qui veut dire entre, c'est l'histoire qui s'est passée entre 3 frères. Bayin, c'est peut-être une tentative de restitution d'une sorte de classicisme, de baina ou bain en arabe, mais ça paraît un peu étrange, ça fait presque faute, vraiment. Surtout qu'on a bayin en judéo-marocain, qui est un pronom relatif, qui est courant et qui s'écrit toujours comme ça. Donc je comprends tout à fait que Jules Danan se soit dit non, ça pour l'enseignement c'est un peu tordu, je le change. Ensuite, si vous regardez en haut à droite du paragraphe, el-Hokhma, vous avez l'article de l'arabe qui est noté juste avec un lamed, el, qui correspond à une prononciation dialectale, et donc à une notation phonétique assez bien pensée. Et dans la version du CNED, c'est corrigé, avec un aleph qui est rajouté devant pour correspondre à l'article défini, el. Ensuite, M. Danan a rajouté ponctuation, guillemets, point, virgule, et a corrigé des choses qui sont manifestement des fautes de frappe, ou des fautes en impression. Un peu plus bas dans le texte, on a un moment Waldniya pour Waldina, on a un Yud qui est mal noté, donc il l'a effacé, corrigé. On a le verbe Ta'amilna en fait pour Ta'allimna, donc là c'est pareil, on a des petites corrections qui avaient été faites par Jules Danan. Alors, si ce texte est probablement l'adaptation d'un original hébreu, il n'en résulte pas moins qu'il suit tout à fait les normes du conte populaire marocain, au niveau littéraire et linguistique. On y retrouve le registre, la syntaxe, le lexique qui sont les siens habituellement. Alors, je ne rentre pas dans le détail ici, mais je vous montre par exemple des recueils de contes populaires marocains dans lesquels on retrouve vraiment une manière de raconter et on a quelque chose qui fait penser quasiment une sorte de koiné littéraire marocaine qui gomme d'ailleurs un petit peu certaines spécificités dialectales tout en étant tout à fait de la littérature dialectale. On a par exemple, voilà, ce que vous avez sous les yeux, Contes et légendes du Maroc, publié en 1923 par Marchand, ou encore, qui est beaucoup plus connu d'ailleurs, La Crestomatie marocaine, qui a été republiée par Goettner il y a quelques années sous un titre un peu différent, donc au départ à partir des travaux de Collin, publiés en 1955. Malgré tout, on a une forme de contour, de vitrine juive ou hébraïque sur ce texte-là, une sorte d'encadrement. C'est-à-dire qu'on va retrouver du lexique hébreu, des formules hébraïques, des noms propres hébreux, mais en fait particulièrement en introduction et en conclusion du texte. Dans le premier paragraphe, on a Marassé, ça c'est classique dans les histoires juives, on a Shalom HaMelech, on a Alav HaShalom, on a Yerushalayim,
On a Tibbane Vetikonen Bimhera Beyamenu Amen, l'acronyme qu'on fait suivre après la mention de Jérusalem ou d'autres villes d'Eretz Israël. Et on a à la fin une phrase de morale qui, alors que tout le texte est intégralement en arabe, une phrase tout en hébreu, qui est introduite en arabe, Leyin Mokul, puisqu'il est dit, Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. Celui qui garde sa bouche et sa langue se garde des tourments de l'âme, qui en fait est un emprunt au livre des Proverbes bibliques, chapitre 21, Proverbe 23. Et on a même 3 mots qui étonnamment étaient coupés dans la version du CNED. Les 2 dernières phrases ne sont pas dans la version du texte que je connaissais. Et donc ces 3 derniers mots sont Veheyot, et comme Tebbet, ce que confirme, Tebbet le Pasouk, ce que confirme le Pasouk, Diqal, Ashre, Honen Dal. Honen Dal, c'est-à-dire celui qui donne aux pauvres, et ça semble aussi directement emprunté à Proverbe 19-17. Ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit d'une forme de décoration, de contour identitaire pour, disons, peut-être que le texte s'intègre dans une littérature juive, dans une littérature ici judéo-arabe. D'une certaine manière, ça fait penser à certaines théories qu'on a sur l'histoire du livre de Daniel dans la Bible, qui est un livre qui a probablement été écrit intégralement en araméen, et le premier chapitre, et d'ailleurs les 4 premiers versets du second, seraient peut-être une traduction hébraïque, et peut-être que la fin du texte est rajoutée. Enfin, c'est évidemment des hypothèses sur la constitution du livre de Daniel et même du canon biblique. Mais il y avait ces débats-là également de quels sont les critères pour pouvoir incorporer un texte dans le canon biblique. Voilà, donc peut-être hébraïser le début, un petit peu la fin, pour lui donner comme ça une forme de contenance hébraïque. Voilà, je reviens sur mon texte, je vois que j'ai bientôt fini. Pour boucler la boucle, le jour où j'ai enfin retrouvé la trace du Sefer Sheva Haim, le bon, celui de 1960 de Jérusalem, le bon, c'est-à-dire celui qui a mon texte, le soir, je vais me coucher, et je fais ce que je fais souvent, c'est-à-dire que je prends un peu au hasard un livre de ma bibliothèque pour aller au lit. Et ce jour-là, je sors un livre que j'ai depuis quelques années, qui m'a été donné par Marie-Christine Varol, qui est ici, qui appartenait avant ça à Chaim Vital Seficha. Un livre de contes juifs tunisiens, appelé Ma'asiyot fi she'n Chochmat ou Hikmat Shlomo HaMelech, c'est-à-dire Histoire au sujet de la sagesse du roi Salomon. Et là, je découvre que le premier conte, donc que j'avais sous les yeux depuis des années, n'est autre que le même en tunisien. Alors, je peux vous lire le début. Dernière fois que j'ai lu ça devant des Tunisiens, ils ont rigolé sur mon accent. Ma'aseh et Tleta Ikhwan, c'est l'histoire des 3 frères. Tleta Ikhwan, Mshaou Italmul Chochma. 3 frères étaient partis apprendre la sagesse chez le roi Salomon. Faqala lahum, ils lui dirent, Aq'adu akhadmu indi, restez et travaillez et servez-moi, travaillez pour moi, wa na'allimkum al-hukma, et moi je vais vous enseigner la sagesse. Kadalika sar, c'est ce qu'il s'est passé, uq'adu akhadmu indahu, et ils sont restés travailler pour lui, 13 sana, pendant 13 ans. Donc voilà, moi ce que je propose de faire, c'est de traduire mon texte marocain. Donc voilà, peut-être dans les actes, de le commenter linguistiquement, timidement au niveau littéraire également. Et pour terminer ma présentation, je vais vous lire le début du texte marocain, puisque maintenant je peux. J'ai la bonne source, Sefer Sheva Haim, Eitz Haim, Joseph Lugassi, Jérusalem, 1960. J'ai lutté pour l'avoir, mais ça y est, je peux vous le présenter vraiment. Et voilà ce que donne le début de ce texte. Je prends 2-3 minutes pour vous lire ça. Ma'aseh didaz bin tletzad l'Ikhwan, c'est l'histoire qui s'est passée entre 3 frères. Ma'aseh ditleta ditlemda, dit Salomon à Melech ala Shalom. C'est l'histoire de 3 étudiants du roi Salomon, que sur lui soit la paix. Hatleta ditlemda, ces 3 étudiants, Kenu Chouan, étaient frères, ou Emlouf belhom besimsi ou talmul chochma. Et ils avaient décidé d'aller apprendre la sagesse. Ou Kenu imsi ou bled bled, hatta diuslo l'Iruslayim. Et ils allaient de ville en ville, de pays en pays, jusqu'à arriver à Jérusalem, Tubba, Tibbane Utikonen Bimhera Beyamonu Amen, donc ça c'est l'acronyme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Umshaoul An Salomon HaMelech, ils arrivaient donc chez le roi Salomon, Ukif Dakhlul Qaddamo, et alors qu'ils arrivaient devant lui, Qaloulo, ils lui dirent, Kat'araf Sidna, vous savez, Seigneur, Bayin, le voilà le relatif d'ailleurs, Bayin, Ehna Zina min bled Beida, que nous sommes venus d'un pays lointain, Bes N't'ulmul Chochma, pour apprendre la sagesse. Qalhum, il leur a dit,
restez avec moi et servez-moi, travaillez pour moi. ودي يحب يتعلم يتعلم ودي ما حاب يتعلم يكون يقبض يزرته. Celui qui voudra apprendre, il apprendra, et celui qui ne veut pas, il récupérera un salaire. وجلسوا هذوك ثلاثة التلامذة et ces trois étudiants sont restés 13 ans مع سليمان الملك avec le roi Salomon. وكيف كملوا 13 عام et alors qu'ils terminaient ces 13 années قال واحد الآخر, ils se dirent l'un l'autre, اش هادشي عملنا, qu'est-ce qu'on a fait, تركنا ديارنا ولدينا, on a quitté nos maisons et nos parents. ما شفناهم هادي 13 عام, ça fait 13 ans qu'on ne les a pas vus. وحنا مزلين من بلادنا, et nous sommes comme exilés de notre propre pays. وجينا لهنا باش نتعلموا الحكمة. On est venu ici apprendre la sagesse. وحنا اليوم ما تعلمنا حتى حاجة. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien appris. وخدمنا لسليمان الملك باطل. Et on a travaillé pour le roi Salomon pour rien, en vain. تربحنا هو الماكلة اللي كلنا عنده. La seule chose qu'on ait vraiment gagné, c'est la nourriture qu'on a mangée chez lui. وإيش طلعنا من هادشي? Quel profit on tire de tout ça? ودابا, et maintenant, نطلبوا من السلطان, nous demandons au roi, يكتب لنا carte, qu'il nous écrive un papier, باش احنا محررين, pour que nous soyons libérés, ونرجعوا لبلادنا, pour voir nos familles, ونشوفوا قبيلتنا, et voir nos et qu'on retrouve chez nous, pardon, ونشوفوا قبيلتنا, et qu'on voit nos familles, nos tribus. ايش خبرهم, comment ils vont? فديك الساعة, à ce moment, وقفوا قدام السلطان, il se tint devant le roi, وقالوا له, et lui dire, à Sidna Sultan, monsieur le roi, احنا كنا معاك, nous avons été avec toi, وإحنا خدمنا لك بالصفا, et nous avons travaillé pour toi avec dévouement, sincérité. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Jonas pour cette intervention aussi intéressante qui m'a semblé un peu de travail du détective à la fin. Donc je donne la parole au public maintenant pour des commentaires, des questions. La première question de notre collègue Wissem Gedish. Merci beaucoup Jonas, c'était très intéressant. En fait, j'ai juste une petite question. Au niveau de l'interprétation du texte, là, tu as commencé à l'interpréter. Dans quel sens? Dans le sens, la symbolique, les 13 ans, le service, le quart, là, moi, c'est pour les libérer, parce que finalement, c'est une manumission qu'ils allaient demander au roi à la fin. Enfin, je sais pas, Je suis pas sûr de comprendre la question. C'est là, c'est le chemin pour retrouver ce texte qui était finalement sous tes yeux. C'est ça qui est impressionnant. Mais et tout, c'est pour retrouver le texte tunisien le jour où le texte de la quête s'est révélé. C'est impressionnant, mais au-delà de ça, c'est limite, il y a une symbolique derrière ce texte et le contenu, les 13 ans de service du roi, le papier, ce lien. Est-ce que tu as commencé une interprétation analytique? Oui. Pas vraiment, j'y ai pensé à un moment sur le fait que symboliquement c'était quand même assez drôle et de retrouver cette sagesse qui était sous mes yeux, etc. On pourrait faire un raisonnement circulaire. Ça n'a pas duré 13 ans, mais franchement 7-8 ans je crois. Alors vraiment, je ne me suis pas levé tous les matins en disant je vais trouver ce truc, mais tous les 2-3 mois je recherchais, à chaque fois que je passais en bibliothèque, à chaque fois je croisais un collègue qui aurait pu peut-être avoir connaissance de ce texte, je demandais. Et non mais oui, je ne sais pas si je rajouterais quelque chose là-dessus. Là l'idée de vous parler de la quête pour le texte, c'était juste que je me disais, bon, au-delà de ça, sinon je parlais 20 minutes de l'histoire du texte lui-même et de la langue, de ce judéo-marocain littéraire. Moi ça m'intéresse beaucoup, mais je me disais, ça sera ou trop court ou trop long. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire comme ça. C'est la rencontre entre l'histoire de quête de ce texte et la quête de ces trois frères. Là-dedans, c'est juste ça. Merci. Donc Marie-Christine Varol, maintenant. Moi, je me demandais si il faudrait pas regarder du côté des grands recueils de contes comme les Yalkoutim,
où les prédicateurs vont chercher des histoires pour soutenir leurs sermons et leurs discussions, et qui ont beaucoup circulé, parce que cette histoire me semble ancienne. Et je me demande si je n'ai pas croisé quelque chose d'un peu semblable, alors mon souvenir est un peu effacé, dans le Meam Loez. D'accord. Alors, bon, c'est très difficile de chercher dans le Meam Loez parce que personne ne va se taper le nombre de pages qu'il y a, surtout que ce n'est pas toujours rigolo. Et on n'a pas de moyen de rechercher automatiquement, mais on espère pouvoir avoir ça un jour. Alors, je n'ai pas fait ça, mais c'est intéressant que tu dises ça parce que beaucoup de personnes à qui j'ai demandé m'ont dit mais oui, je connais cette histoire, je ne sais plus où je l'ai vue. Mais c'était, ouais, l'histoire. Alors, est-ce qu'elle est familière? Est-ce qu'elle recoupe comme ça des choses, des universaux et en fait tout le monde a l'impression d'eux? Mais probablement, de toute façon, c'est Bialik. Quand il recueille, et il ne donne pas de source, mais quand il recueille des agadotes et les publie, il les reformule probablement. Si lui le fait, ça doit vouloir dire ça, que de toute façon c'est un texte qui a circulé dans le monde juif. Lina, tout d'abord, et après Alexandre Gouetta. Moi, je voulais aller à peu près dans le même sens que ce qu'a dit Marie-Christine, sans la précision de la référence, mais de toute évidence, c'est un texte beaucoup plus ancien, et je me demandais si dans cet ouvrage de 1960, en fait, on retrouve là la source pédagogique qui a inspiré la recherche. Et donc, pour ce qui est du texte lui-même qui a motivé toute cette recherche, la mission est accomplie. Mais le texte lui-même n'est pas référencé dans l'édition de 1960. Non, nulle part. Voilà. Nulle part. Ouais. Alessandro? Tout à fait dans la droite ligne des interventions qui m'ont précédé. Et j'ai rapidement vu dans le frontispice du livre des deux éditions qu'il y avait aussi Judith, le Maaseh Yehudit de Judith, l'histoire de Judith et d'autres. Donc c'est un univers de récits. Alors je me demande s'il n'y a pas une circulation déjà dans le monde juif non seulement marocain ou arabophone, mais aussi ashkénaze ou italien, etc. Donc c'est une constellation du récit qui ont été pris. Donc peut-être que la recherche pourrait s'orienter aussi dans ce sens-là. Voilà. Ah, tout à fait. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais le présenter ici. Justement parce que là, on est face à plein de spécialistes de littérature juive, etc. Et j'espère que ça peut faire écho. Une question plus ou... Ah, non. Et c'est la dernière question et on doit continuer. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment passionnante. Et je voudrais me joindre à tout ce que tout le monde a, tout le monde a dit avant. Donc, effectivement, la source, vous l'avez, c'est le Otzar HaMidrashim, c'est-à-dire c'est une source ancienne qui a été recueillie donc, au XIXe siècle en hébreu. Donc, il y a bien entendu ce midrash connu qui a été adapté dans le monde juif dans tous les sens. Mais ce que vous montrez, c'est sa traduction en judéo-langue différente, probablement en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, d'abord, vous n'avez pas encore découvert parce que votre travail de détective ne fait que commencer. Mais effectivement, il y a ici tout un monde de traductions. Donc, bien entendu, ça va être, puisque c'est un midrash connu, ancien hébreu, il va être répercuté à travers le monde juif. Et nous allons probablement retrouver des traces dans des langues juives différentes. Mais là, il y a une tradition spécifique que vous montrez. Et il y a quelque part un traducteur. Est-ce qu'il est identique avec l'éditeur? Probablement pas. De toute façon, votre midrash n'apparaît pas dans la première édition de ces recueils. Donc, il y a là, quelque part, un traducteur, une adaptation qui me paraît une histoire pas encore connue, mais extrêmement intéressante. Et la deuxième remarque générale, votre présentation confirme ce que nous voulons tous, c'est-à-dire avoir non seulement la possibilité de recherche en ligne des textes en hébreu, mais aussi en toutes les judéo-langues. Et j'espère que les projets existants, comme Moreshet en Israël ou notre projet Midrash,
à Paris vont prendre en considération aussi la possibilité d'éditer les textes en judéo-langue et non seulement en hébreu. Merci. Merci encore une fois à Jonas Siboni pour la présentation. On va commencer maintenant avec la deuxième intervention. Et, la deuxième intervenante est Madame Wissem Gedish, qui travaille à l'école pratique des hautes études. Elle est membre du laboratoire SAPRAT, c'est-à-dire Savoir et pratique du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Elle a travaillé beaucoup sur la Guéniza au Maroc, mais maintenant, il se concentre plutôt sur les manuscrits qui proviennent de la Guéniza de Caire. Et elle est aussi membre de deux projets vraiment importants, un qui s'appelle Books Within Books, Hebrew Fragments in European Libraries, et l'autre qui est financé pour la Commission européenne et qui représente une base de données intitulée Islamic Law Materialized Manuscript, où elle travaille sur les manuscrits de Guéniza du Caire. Donc je donne la parole à Wissem. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour les organisateurs de m'avoir invité. Juste une petite correction. J'avais travaillé, ce projet est déjà fini. En fait, l'arabe, une langue juive d'érudition au début du XXe siècle. Au moment où Giacomo, qui est venu pour me proposer de participer à ce colloque, je lui ai dit, parler des langues juives, je ne sais pas. Mais après, tout de suite, je me suis rappelé que j'ai un dossier très, très, très épais, une quête de quelques années, beaucoup moins que celle de Jonas. C'était la rencontre d'un érudit égyptien à un moment où je me suis intéressée au karaïsme, une rencontre qui allait, qui venait et qui au début, je pensais que c'était quelque chose de passager, qui n'allait pas aller plus loin qu'un nom croisé dans certaines sources. Je me suis retrouvée à un moment à être un peu en mode obsessionnel, aller chercher un peu plus, savoir un peu plus sur monsieur, que je garde encore le nom un peu secret, jusqu'au moment où, de fil en aiguille, un contact s'est fait avec une personne qui m'a permis d'avoir accès à des documents que je n'arrivais pas à trouver facilement. Donc, j'ai commencé à faire mon petit dossier. Et puis Giacomo est venu me poser la question et je suis tombée sur un roman de Toby Nathan qui est sorti en 2020 qui s'appelle Les belles personnes. À la page 58, le nom de cet érudit karaïte Kérote du début du XXe siècle est donné dans un chapitre où il décrivait la vie d'une dame de la haute bourgeoisie juive Kérote qui tenait un salon littéraire et où toute l'élite intellectuelle de la place venait discuter et parler. Et là, je cite Toby Nathan, on pouvait y rencontrer les belles plumes du pays, comme Mourad Farag, ce poète karaïte polyglotte qui écrivait en arabe, en hébreu et en français. Et après, il cite d'autres noms. Toby Nathan, dans sa dédicace, a dit une petite phrase, « Ce roman est inspiré de faits réels. Certaines intrigues sont fictives, certains personnages aussi. » Mais Mourad Farag, lui, il n'est pas fictif. C'est bien l'intellectuel que j'ai croisé dans un premier temps
complètement par hasard, parce que je suis médiéviste, je ne travaille pas normalement sur l'Égypte contemporaine. Et là, la fiction de Toby Nathan a touché au réel, à la vraie existence de Mourad Farag, qui est, je vous le présente, Mourad Bey Farag, qui est, à vrai dire, une figure de plus en plus connue. Il y a plus qu'une dizaine d'écrits sur lui, des articles de plus en plus poussés sur sa vie, sur son œuvre. Cependant, il y a des zones d'ombre. Son histoire aurait pu servir de roman elle-même. L'ascension d'un juif karaïte de la Harat el-Yahoud, d'Al-Moski, donc de la petite Harat des plus pauvres, des plus démunis des Karaïtes, à appartenir à la cour du Khedive. Là, sur cette photo, il est en tenue officielle, après son anoblissement, parce que le titre de bey est un titre de noblesse. Il était devenu même un des avocats de la cour royale du Caire. D'ailleurs, dans le Who is Who de égyptien de 1943, on lit une présentation de Mourad Farag, parce qu'il faisait partie de la haute. Farag, maître Mourad, fils de feu Farag Lisha, prof, avocat et homme de lettres, né en 1867 au Caire, études primaires et études privées sans instituteur, carrière, apprenti orfèvre, clerc d'avocat chez maître Ibrahim Bey El-Lakani pendant 5 ans, établi pour son compte comme avocat près des juridictions nationales, avocat de la Khassa Khedival et finalement chef du contentieux de la Khassa pendant 5 ans. Donc là, nous avons un cursus, une ascension qui paraît fulgurante, assez impressionnante, et surtout un parcours d'autodidacte qui s'est formé alors que sa situation familiale, la perte de son père, ne le prédisposait pas du tout à devenir ce qu'il est devenu. Dans un premier temps, là, je vous ai parlé de sa carrière d'avocat, qui est allée à un moment, en 1893, il a été reconnu comme un des intellectuels des plumes de la Nahda, ce mouvement de renaissance nationaliste, de langue arabe, entre autres, mais pour le cas de Mourad Farag, je vais me limiter à l'aspect linguistique, dans l'encyclopédie de Georgi Zayden, qui est une figure phare de la Nahda, le seul nom juif de cette encyclopédie qui apparaît, là c'est Georgi Zayden, c'est celui de Mourad Farag. Et il est cité dans la section livre de droit. Il est cité à 3 reprises dans cette section parce qu'il a participé à la construction de cette nouvelle science avec la création du nouveau système juridictionnel égyptien. Et ces livres sont cités. Là, je vais juste montrer un seul exemple pour ces livres. Cette page n'est pas celle de l'encyclopédie, c'est celle d'un journal spécialisé pour les études de droit, où on fait une annonce de la publication, de la parution du livre de Mourad Farag en 1893. Donc la date. Et là, on parle de son Excellence, le brillant, très studieux, Monsieur Mourad Effendi Farag, l'avocat à la cour d'appel. Donc, à ce moment-là, Mourad Farag n'était pas encore un bey,
pas encore anobli. Il travaillait un peu avec la Khassa, mais pas encore en position auprès de la cour du Khedive Abbas II. Donc, c'est ce chapitre-là où on parle de Farag chez Georgi Zaidan, qui est quand même une référence pour connaître qui a participé à la Nahda, qui a touché, qui était près de ce mouvement-là, montre que Mourad Farag était déjà réputé pour sa maîtrise, sa connaissance impeccable de la langue arabe classique, très savante, et dans l'ère du temps du ce Moyen-Orient, avec la Renaissance, la montée d'un nationalisme linguistique de la langue arabe auprès des minorités, entre autres la minorité juive, là, alors que souvent c'est dit que les juifs ne sont pas représentés dans la nahda linguistique de la langue arabe. Je sais pas, ah oui, c'est... Je vais faire ça comme ça. Voilà. Pourquoi j'insiste sur cet aspect-là? Parce que Mourad Farag, quand on lit les anthologies de la littérature arabe contemporaine, quand on lit l'histoire de la littérature, on ne retrouve pas sa trace. On n'a pas le nom de Mourad Farag cité. On a Sannour, qui est quand même le père du théâtre égyptien, mais Mourad Farag n'est pas cité comme étant faisant partie de ce mouvement d'une façon claire. Même là, j'ai vérifié chez les références de la littérature arabe, des manuels, les anthologies, Mourad Farag n'est pas cité. Donc, pourquoi est-ce que... C'était une question qui m'a travaillé. Pourtant, Mourad Farag, était un poète. Et sa poésie était... Nous avons un petit florilège de sa poésie qui a été publié par Léon Nemoy. C'est le premier qui a publié des articles sur Mourad Farag. Et une poésie arabe, classique, parfaite, parfaitement comme celle qui était produite en Égypte au début du XXe siècle. Tellement parfaite cette poésie qu'elle était encensée d'éloges par celui qu'on appelait le prince des poètes, Ahmad Shawqi, qui était un ami proche de Farag, qui a écrit déjà de la poésie pour dire à quel point Monsieur Mourad Bey Farag était brillant et maîtrisait l'art du vers arabe. La question, mais c'est continué à se poser à moi, ce que j'avais retrouvé et ce que ceux qui ont un peu travaillé sur Mourad Farag ont relevé, c'était surtout les engagements de Mourad Farag au sein de la communauté karaïte, par rapport au rapport entre les deux communautés, karaïtes et rabbanites, ses réflexions juridiques, légales, ses publications de presse, parce qu'en 1801, il a publié le premier journal arabophone qui parle de la communauté karaïte égyptienne. Tout ça, on le retrouve, mais pourquoi nous avons cette absence? Je pense avoir trouvé quelques éléments de réponse qui vont venir très vite. Certains aussi parlent de la participation de Mourad Farag dans la constituante qui a rédigé la constitution égyptienne de 1923. On le dit membre de la constituante. Je l'ai vérifié, ce n'était pas le cas. C'est une erreur qui a été reproduite, mais Mourad Farag ne faisait pas partie de la constituante. À un moment, j'ai cru
que c'était parce que Youssouf Kataoui Beche, qui était ministre, qui était le chef de la communauté rabbinite, avait un poids quand même beaucoup plus imposant, tout comme la communauté rabbinite d'ailleurs. Cependant, il me semble avoir saisi que la fin du règne de Abbas II expliquerait cette absence, cette façon d'avoir un peu gommé une certaine présence de Farag. La destitution de Abbas Kamel était néfaste pour un bon nombre de gens de sa cour et de ses proches. Donc, une première explication politique, peut-être. Cependant, après, Mourad Farag n'a pas arrêté ses activités. Certes, il avait abandonné son cabinet pour le compte de son fils, parce que dans la famille de Farag, on est passé d'orfèvre de père en fils à avocat de père en fils. Et il s'est consacré à l'étude, à la recherche, ce qui le passionnait. Et il a passé complètement le pas de simple amateur, rédacteur de faits divers, d'informations par rapport à la communauté, à faire de la recherche historique au sein de, là, ce que vous voyez depuis tout à l'heure, la Société d'études historiques juives d'Égypte. J'ai mis en miroir exprès Sège et Sège, parce que la Sège égyptienne est vraiment en miroir de la Sège parisienne. C'est vraiment le contact d'une classe juive d'Égypte avec l'intelligentsia juive à Paris qui a fait prendre conscience de valoriser le savoir, la culture, le patrimoine égyptien juif. Et Mourad Farag a été nommé secrétaire en 1925, secrétaire de cette société d'études historiques juives à sa création. Et dans le cadre de ses activités au sein de cette société d'études historiques juives, il a publié, en fait, il devait donner une conférence sur les poètes israélites arabes. On y arrive. Ce projet de conférence, il le dit lui-même, que la recherche à laquelle il s'était attelé l'a emmené beaucoup plus loin pour que ça soit juste le propos pour une conférence au sein de la société de la Sège. De ce fait, il a décidé d'en faire un petit livre, 48 pages, qu'il a offert à la société à la Sège et à son président Youssouf Kataoui Pacha, justement. Et dans ce livre, Mourad Farag, il explicite ce qu'il entend de l'arabe, des juifs israélites, poètes israélites arabes. Il a fait vraiment un travail très méticuleux de philologue, d'historien, de détective. De détective lui aussi. Il était chercher les sources classiques, les sources, Al-Arani d'Al-Asfahani, les livres de Tabaqat, de généalogie. Il les a dépouillés et il a fureté pas mal. Et il a réussi à retrouver la trace de plus de 9 poètes arabes juifs. Et il a retracé il a surtout fait une petite anthologie, il a recité un peu leur poésie, il a contextualisé et surtout, il a défendu l'honneur de certains poètes que d'autres voulaient s'accaparer et prétendaient ne pas être juifs. Et il commence en fait
son livre en citant Taha Hussein, le doyen de la littérature arabe, qui, il le cite, là je cite, les Juifs dans la littérature arabe ont laissé une grande trace qu'on n'arrive pas à faire valoir, à montrer aux autres, à cause de ce qu'il y a comme haine, comme problème, comme conflit entre les Arabes et les Juifs. À partir de là, Farag, il explique que voilà, donc c'est pas parce qu'on ne trouve pas de traces que ça ne s'est jamais fait. Il faut juste vraiment la chercher. Donc il a fait, et après il passe à réfuter, argument à l'appui, ce qu'avait avancé Louis Cheikho, un jésuite libanais, qui revendiquait dans un premier temps 2 vers de poésie comme appartenant à un des poètes de la chrétienté. C'est comme ça que Waraqa ibn Nawfal, un des poètes de la chrétienté, et il précise que cette revendication est fallacieuse. Elle n'est que la suite des persécutions que les Juifs subissaient. Elle a touché les poètes arabes juifs aussi. Donc, pour la réfutation de cette prétention, il va commencer par citer les sources littéraires et il va même plus loin pour donner l'argument ultime. Il cite le prophète de l'islam qui parle, oui, qui a tranché, qui a arbitré dans l'affaire de à qui appartenaient les 2 vers de poésie en question, qui a dit qu'il a eu une révélation qui lui disait qu'il était juif, mais quand bien même on ne peut pas lui enlever sa virtuosité poétique. Donc là, l'argument d'autorité, il marche. Je pense qu'on ne peut pas faire plus irrévocable là. Donc il a fait ça. Par la suite, il a expliqué que As-Samaw, il a parlé du poète As-Samaw, le plus fameux des poètes anti-islamiques juifs. Il dit que lui, Cheikho, il le prétend chrétien. Mais comment donc il pourrait l'être, alors que pour s'appeler Shmuel, on ne peut pas être chrétien, et tout le monde s'accorde à le dire. Donc, l'arabité de notre culture est la nôtre, et je ne laisserai pas une spoliation pareille se faire comme d'autres pourraient le faire ailleurs pour les Juifs et le judaïsme. Et là, on passe d'un contexte juste arabe, de langue arabe, à un élargissement qui parle du monde juif entier. Donc là, les poètes israélites arabes, c'est arabe de langue. La langue juive, c'est l'arabe en tant que langue juive et pas comme une appartenance nationale juive. Mourad Farag a donné, il me semble, parce que justement à la question « qu'est-ce qu'une langue juive ?» Une langue juive est une langue, là d'après Farag, est une langue dans laquelle on produit une littérature et on protège ce patrimoine par la suite. Donc Mourad Farag a réussi à faire retrouver la filiation des 2 vers de poésie qui étaient contestés. Il a encore ancré et renforcé la judaïté de Samaw. Mais lui-même, Mourad Farag, dans sa présence en tant qu'homme de lettres arabe juif, karaïte, il est grand temps qu'il retrouve sa place dans la littérature arabe sans que ça soit un effacement de sa mémoire
juste parce que il a eu le malheur d'être en disgrâce, et par la suite, tout le monde connaît le cours de l'histoire contemporaine. Et il est mort et enterré au Caire en 1956. Donc, voilà, Mourad Farag, c'est à étudier, je pense, encore plus que dans le simple fait d'homme, de juriste ou de presse. Je tiens à remercier Albert Zaki Gamil qui a connu Mourad Farag dans le Père et qui a rédigé un petit recueil à la mémoire de Mourad Farag pour les cinquantenaires de sa disparition. Je le remercie quand même. Et puis je vous remercie pour votre écoute et merci. Un grand merci à Wissem pour cette intervention vraiment claire et surtout pour nous approché la figure de Farag qui ont des autres aspects qui sont moins connus sur la figure. Donc, je donne la parole au public maintenant pour poser des questions. Il y a la première question. Ce n'est pas une question, c'est un remerciement. Je vous ai écouté avec beaucoup d'émotion parce que je suis l'arrière-petite-fille de Mourad Farag Lisha. Et donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence. C'est la première fois que j'écoute une conférence en dehors du cercle de la SPJE, l'Association pour la sauvegarde des Juifs d'Égypte, où il y a eu un colloque il y a une dizaine d'années, pendant 3-4 ans, sur plusieurs sujets, et où j'ai parlé moi-même, parce que c'était le président Jo Shalom de l'association, à l'époque ce n'était pas André Cohen, qui m'avait demandé de parler de mon arrière-grand-père. Il avait été voir ma mère à l'époque, qui était vivante, et il l'avait enregistré pendant 3/4 d'heure. Mais ils n'ont pas fait passer l'enregistrement. Donc je suis très émue. Je pense que je suis très émue. Merci. Non, merci à vous pour votre présence. Je remercie Rachel, c'est une copine à moi, qui a suivi des cours à l'INALCO et qui m'a parlé. D'autres questions ou commentaires? C'est elle qui, ce matin, m'a envoyé un SMS. Et donc, je me suis inscrite à la dernière minute. Mais comme j'ai des choses qui étaient prévues, je ne pourrais pas assister à toutes les conférences. Elle m'a parlé également de M. Siboni, qu'elle a connu il y a une vingtaine d'années quand elle suivait des cours à l'INALCO, et que j'aimerais bien rencontrer, et vous, tous les deux, parce que vous, madame, parce que vous êtes intéressée, et j'ai beaucoup de choses à vous communiquer, si ça vous intéresse. J'ai des livres en arabe de mon arrière-grand-père, en édition originale. Il n'a pas été traduit en français. Il n'y a qu'un seul de ces documents qui existe à Lima. Et il faut faire beaucoup des pieds et des mains pour pouvoir y accéder. Par contre, tous ces écrits ont été traduits en hébreu et se trouvent en Israël. Et je connais une des personnes qui a beaucoup écrit sur lui, qui s'appelait Mourad El-Otsi, qui a été mon prof d'arabe quand j'étais enfant, entre autres, et qui a écrit sur le karaïsme. Et également, j'ai connu Shishman, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a un colloque qui a eu lieu il y a à peu près 25 ans sur le karaïsme. Et voilà, donc je serais contente de rester en contact avec vous. Merci beaucoup. Ici. Voilà, ici. Ici. Merci. Bonjour. Ton intervention donne envie de connaître, d'avoir des éléments d'information sur sa scolarité. Oui. Alors, ceux qui me connaissent
savent que j'ai du mal à lire mes notes. En fait, ce qu'on a, ce qui est retenu, c'est vraiment un autodidacte. J'ai réussi à remonter à... Là, il fallait vraiment que je fasse attention, prendre juste un seul exemple, parce que sinon je suis capable de parler pendant des heures de lui. En fait, il a été retiré de l'école. C'était une grande souffrance. Son fils en parle, il en témoigne. C'était vraiment un arrachement pour lui. Et après, il a travaillé tout en continuant à s'instruire. Et voilà, c'est comme ça. Et il a appris le français. L'arabe, c'est sa première langue. Je l'ai pas dit. J'ai pas dit. Il a publié aussi un dictionnaire bilingue, hébreu-arabe, en fait, avec une méthodologie de philologue qui a ses défauts, mais qui est quand même impressionnante. Et tous ces livres sont publiés à frais d'auteur. Et donc, il a appris, il a toujours étudié. Il a appris, pas tout seul, mais vraiment une volonté d'apprendre avec des instructeurs privés. Il y a une question par part de Nicolas Bravanel. Bonjour et merci beaucoup pour cette intervention. J'ai d'abord une petite question. Le volume, enfin la publication du texte sur les poètes israélites arabes, de quelle date exactement? 1929. Bon. 1929. Parce que, concernant l'Égypte, on est obligé de contextualiser ce qui s'est passé après, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, et la lutte commune qui a été menée par les institutions juives, toutes les institutions, contre le protectorat britannique. Exact. Et donc, les références à Kataoui, je crois qu'il était ministre de toute façon du roi Fouad, si je ne me trompe pas, mais tout ceci doit être contextualisé. Et vrai. Personnellement, je suis tombée sur un travail sur la Bénébrite, le Bénébérite, si vous voulez, et j'ai vu réellement qu'il y a une transformation de la communauté juive, toutes tendances confondues, même les plus religieux, dans le cadre de ce contexte de lutte qu'on ignore totalement et que les Égyptiens appellent la première révolution arabe 1919. En Égypte. 1919. Voilà. Oui. C'est important parce que ça permet d'orienter autrement les relations possibles entre juifs et arabes. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Et la dernière question, Linet, oui. Oui, j'avais une petite question sur cette anthologie de poètes. Elle est en français ou elle est en arabe? Parce que le titre est en alors, c'est en fait, on est justement, la communauté juive, le français est la langue de l'élite. Donc, on se devait de parler français. Justement, le contraste entre les rabbinites et les karaïtes se jouait beaucoup au niveau de la langue. Les karaïtes, ils parlaient essentiellement arabe, les rabbinites, mais j'exagère, là, ils parlaient surtout français. Et normalement, quand on a des titres, on mettait toujours le titre arabe avec un titre en français. Et en revanche, l'anthologie est en arabe. Elle est en arabe, en arabe. Et les dates des poètes, c'est depuis... depuis la période... C'est justement... Samael, c'est un poète anti-islamique, et ça va jusqu'à la période andalouse. Et parce qu'il explique que c'est un choix délibéré, il n'a cherché que les poètes, justement, arabes, dans le sens où ils ont écrit en arabe. Pas de judéo-arabe. C'est vraiment sa quête. Parce que ça, après, souvent, on le lit dans pas mal d'études, que les Juifs n'écrivaient pas de poésie, qu'ils n'avaient pas le vers facile en arabe. Mais quand on connaît un peu les documents de la Guéniza, régulièrement, on trouve dans les lettres de marchands
une petite poésie de remerciement, de bénédiction pour souhaiter. Et Farag lui-même, il continue cette pratique parce que dans ses journaux, Farag, il avait des vers pour toutes les occasions. Mais vraiment, le nouvel an, un grand malheur, une naissance pour son fils, même ses malheurs conjugaux, même le fait qu'il n'était pas heureux dans son couple, on a une petite poésie qui parle de ça. Donc, bon, merci encore une fois à Wissem. La dernière intervenante de cette session est Line Omselem, qui est maître de conférences en histoire culturelle de l'Espagne, spécialiste en siècle d'or et Espagne contemporaine, à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Elle est traductrice notamment des poésies de Lope de Vega ou de Thérèse de Ávila et surtout reconnue pour ses traductions de Federico García Lorca. Elle est auteure des récits d'une petite histoire de la rue Saint-Nicolas, publiée en France, en Espagne et en Italie. Une date vraiment importante est que Line est la locutrice de Raquetia, langue judéo-espagnole du nord du Maroc et de la Oranie, et depuis une douzaine d'années, elle se consacre majoritairement à l'étude, la défense et la préservation de cette langue. Elle a créé en 2012 un atelier de Raquetia à l'Institut Cervantes de Paris, toujours en activité. Aujourd'hui, elle va parler des premières sainettes d'Esther Aflalo en Raquetia ou la construction d'un modèle théâtral. Merci beaucoup, merci Jelko, et merci aux organisateurs de me permettre de prendre la parole. Alors, entre 1975 et 1999, Esther Cohen Aflalo, née à Tanger en... alors, attendez, hop, c'est en bas, voilà. Là, voilà, vous avez un peu la structure de ce que je vais vous dire. Voilà, vous avez ici Esther Cohen Aflalo en traje de berberisca, en robe... traditionnelle du nord du Maroc, qu'on appelle aussi Keswal Kbira. Donc elle est née à Tanger en 1918 et morte à Madrid en 2014. Et elle a créé une série de 28 pièces de théâtre en Haketia, langue judéo-hispano-marocaine, aujourd'hui en grand danger d'extinction. Ces œuvres sont pour la plupart d'une durée de 30 minutes. Elles étaient enregistrées sur des cassettes audio et vendues dans la communauté juive de Madrid au profit de la WIZO. Elles étaient extrêmement prisées, attendues pour leur humour lié à la qualité de la langue et à l'interprétation qui était assurée par l'auteur elle-même et par son frère Mozi Cohen, qui avait émigré en France et qui avait été formé à Paris au cours Simon. Alors, la question, c'est ce qu'a dit Wissem, donc c'est la langue vivante par la littérature. Esther Cohen Aflalo a publié aussi à la fin de en 2014, en 2000, attendez, hop, je pense qu'il est plus loin. Voilà, un petit manuel qui s'appelle Loke Yose, un manuel de Haketia. Mais ces pièces théâtrales sont demeurées orales jusqu'à aujourd'hui. Des extraits ont circulé sur Internet et j'ai eu à cœur de les faire digitaliser, de faire digitaliser l'ensemble à partir des originaux afin de les étudier et surtout grâce à la confiance de son fils, Léo Aflalo, que je remercie très vivement ici, qui les a mises à mes dispositions. C'est de lui que je tiens aussi la plupart des informations sur la biographie d'Esther Aflalo et sur le mode de création de cette œuvre. Par ailleurs, Léo Aflalo est écrivain et je vous recommande son très beau roman « Los Muertos de Ronnie », voilà, publié chez Hebraïca à Madrid en 2004. Alors,
les pièces de théâtre d'Esther Aflalo étaient attendues, je vous dis, comme pièces comiques. Mais leur valeur me semble aller au-delà de l'utilisation de la langue, parce que la langue elle-même, aujourd'hui, produit un rire, parce qu'elle est marquée socialement, historiquement, après avoir été reléguée dans la sphère domestique et féminine, et surtout dans les classes populaires, préservée dans les classes populaires, depuis que le français et le castillan se sont imposés comme langue de culture à partir du milieu du XIXe siècle pour ces communautés-là dans le nord du Maroc. Mais donc on aime l'humour qui naît aussi du contact des langues permanents, des jeux de langues permanents en Haketia. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que dans ce théâtre d'Esther Aflalo, une écriture est à l'œuvre qu'il convient d'étudier. Et je voudrais voir comment elle s'élabore en étudiant les premières cassettes de 1975 à 1979, parce qu'ensuite, à partir de 1979 et pendant une vingtaine d'années, une formule théâtrale pérenne est adoptée. Alors, c'est une œuvre, l'œuvre d'Esther Aflalo est précieuse pour son ampleur et aussi pour la qualité de la langue et de l'écriture au sein d'un corpus très réduit pour la littérature en Haketia, parce que la langue est restée majoritairement orale. D'ailleurs, les rares textes de fiction qui ont été publiés en Haketia tardivement ont préservé un caractère oral, qu'il s'agisse de cet ouvrage, La vida perra de Juanita Narboni, d'Ángel Vázquez, qui est un long monologue sur la fin du Tanger international, ou de l'œuvre de Soli Levi, qui est l'auteur qui a le plus écrit en Haketia, son premier livre, Yahasra, qui s'appelle Escenas Haketiescas, publié en 1992. Et ensuite, il a publié plusieurs œuvres, plusieurs textes autobiographiques, mais qui sont sur un mode oral, à partir d'émissions de radio qu'il avait produites. Là, c'est son dernier ouvrage, El Segundo Libro de Selomo. Il y en a eu un premier auparavant. Donc, d'ailleurs, comme il l'écrivait sous forme un peu de monologue, il les appelait les soliloques, parce qu'il s'appelait Soli Levi. Et il faut signaler aussi un autre livre publié il y a peu, en 2018, par Elito Benchetrit, El Mazal de los Pobres, où il y a une narration, mais les dialogues, vous voyez, toujours, les dialogues sont en Haketia. Alors, ces œuvres d'Esther Aflalo prennent place dans un contexte particulièrement favorable. Plusieurs circonstances ont permis cette production. D'abord, un élan de la part de l'auteur lié à son engagement pour l'action caritative de la WISO. Sa mère avait été fondatrice de la WISO à Tanger. Et puis, elle s'est trouvée avoir du temps. Elle a émigré, elle s'est installée en Espagne en 62 et elle a cessé de travailler. Quand elle était plus jeune, elle avait travaillé comme infirmière au fameux hôpital Benchimol de Tanger. D'autre part, il y a le lieu, Madrid, où elle s'est installée, où beaucoup d'hispanophones du nord du Maroc se sont retrouvés, à partir des années 60 surtout, au point qu'ils ont créé une nouvelle synagogue en 1968. Elle a été inaugurée en 68. Autre circonstance, avec cet exil, donc, on perçoit une prise de conscience de la valeur, enfin, de cette langue qui avait été méprisée par ses propres locuteurs. En 1977, dans la communauté juive de Madrid, on a publié
cet ouvrage de José Benoliel, qui est un recueil de textes qui ont été publiés dans les années 30 ou 20 et 30, parce que Benoliel était né en 1857, il est mort en 1937, et c'est en 77, vous voyez, tout ça est très proche, que ce livre, ce recueil est publié, qui servira ensuite d'appui pour toutes les autres travaux sur la Haqaiqiya, qui sont tous assez tardifs, de la fin du XXe siècle. Et puis, ce qui a aidé aussi à cette entreprise, c'est la technologie, la démocratisation de ce qu'on appelait à l'époque les mini-cassettes. Et puis aussi une culture familiale, l'amour pour le théâtre et la formation théâtrale de Mozy Cohen, né en 1927, mort en 2020, qui exerça comme comédien à la radio, surtout en France. Donc ils appartiennent d'ailleurs tous les deux à cette génération qui a baigné dans le théâtre radiophonique avant l'arrivée des télévisions dans tous les foyers. D'ailleurs, dans ces pièces de théâtre, elle évoque la novelita española. Et d'ailleurs, les novelitas, les dramatiques, duraient à peu près 30 minutes, comme le format qu'elle va élaborer. Donc cette élaboration, Léo Aflalo nous a dit que sa mère écrivait des textes pendant l'année en consultant, c'était un vrai travail, elle consultait son entourage et elle attendait l'été pour retrouver son frère Mozy et enregistrer la production annuelle tous les ans, soit à Tanger, soit à Madrid. Et chaque cassette donc, comprenait 2 faces et une pièce par face d'environ une demi-heure. Elles sont autonomes, mais reliées entre elles par une contiguïté thématique. Donc, ce n'est pas une continuité, hein, on peut lire l'une sans l'autre. Je vous donne un exemple, celle de 79, avec le modèle qui s'installe, a une première pièce qui s'appelle El Erhil, le déménagement, et la seconde, El Hilnouk, l'inauguration de la maison. Voilà, j'évite de vous dire la pendaison de crémaillère parce que l'idée de pendaison pour les locuteurs de Haqaiqiya, c'est impossible, noyam mal. Donc voilà, c'est produit avec une grande économie de moyens, presque pas de bruitage par exemple, et l'ensemble tient sur un dialogue entre un mari, Mossé, joué par Mozy Cohen, et sa femme, Ister. Donc, vous voyez, c'est les noms, mais les noms en Haqaiqiya des 2 comédiens. Et puis, il y a aussi un autre personnage dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la construction de ce modèle. Donc, avant la pérennisation de ce modèle, on a retrouvé tardivement, Léo Aflalo m'a parlé de 3 cassettes qu'il avait retrouvées, une de 75, une de 76, une de 78, qui comprenaient des œuvres de formats divers, où on voit par les premiers essais l'élaboration du modèle. Donc, en 1975, je crois que je vous ai mis la durée, voilà. En 1975, on peut dire que c'est un prototype. C'est la cassette la plus éloignée du modèle, et donc, pour moi, maintenant, la plus intéressante à étudier. Je vais vous en détailler le contenu. Donc, il y a 4 pièces, les 3 premières sont courtes, donc 4 minutes 30, 3 minutes 25, 7 minutes 28, et puis il y en a une 4e plus longue de 30 minutes, qui est à cheval sur les 2 faces. Donc, cette durée variable des pièces est une première caractéristique importante. Et elle est fondamentale dans l'appréciation des pièces comiques. Parce qu'on a vu dans l'histoire, on a une volonté de parvenir à un modèle plus long, à ce qu'on appelle la grande comédie, qui a plus de valeur pour le public, parce qu'elle permet le développement d'une intrigue. Et c'est le cas aussi. Hein. Donc, sinon, on a... j'ai parlé de scénette, parce que dans le mot français fait référence au sainete. Donc, là, une référence espagnole aux petites pièces, los entremeses, qui sont des petites pièces d'un acte, avec très peu de personnages, qui étaient souvent
dans des intermèdes, entre les actes de pièces plus longues. Donc en français, on peut parler de sainetes, mais certains disent des sketchs aussi. Et on peut parler aussi de sketchs, là parce qu'on fait référence plutôt à un modèle anglo-saxon, ça peut se défendre parce que le support est un support moderne. En tout cas, la durée est un critère important. On observe dans cette première cassette une grande variété de locuteurs face à Esther Aflalo, qui est la seule interprète permanente. Alors, dans la première pièce, Esther Aflalo joue une femme qui dialogue avec un ami de son fils, qui s'appelle Leoncito. Donc, vous voyez, on a la référence à son vrai fils Léo. Et donc, le jeune homme s'appelle Abraham dans la fiction, et c'est aussi le nom hébraïque du neveu, qui en vérité s'appelait Johnny, et donc son nom hébraïque, Abraham. Et donc, elle parle Haketia, et lui répond en castillan. Il est à Tanger pour les vacances, elle l'interroge sur ses études à Madrid, sur les changements de mœurs, sur le départ de tous les juifs du Maroc, elle parle des cheveux longs pour les hommes, des jupes courtes pour les filles, elle regrette la situation actuelle, et l'humour de cette première pièce naît surtout du décalage entre le discours de cette femme, qui est saturée de bénédictions, hein, bocas de bendición, et ses réserves sur la modernité qu'incarne le jeune homme. Dans le second dialogue, Esther appelle sa sœur, qui s'appelle Luna, c'était le nom de sa sœur, Luna Hassan, la mère de Johnny, Abraham. Et elles parlent toutes les deux d'une femme nommée Sipora, à qui il arrive différents malheurs. De sorte que Luna propose, elle suppose qu'elle est victime du mauvais œil, et elle propose d'aller lui faire un saumerio, d'aller la désenvoûter avec de l'encens. Mais la sœur lui dit non, jamais, ses enfants s'y opposeraient parce qu'ils ont fait des études en France. Donc on retrouve là la question de l'opposition entre la tradition et la modernité. Mais bon, la modernité touche aussi ces femmes parce qu'on apprend que l'une d'entre elles a enlevé sa perruque. Ce qui est intéressant, c'est que cette question de la tradition et de la modernité se retrouve aussi dans des productions marocaines, pas seulement judéo-espagnoles. Hein. Je pense à un film qui s'appelle Silence violent, je ne sais pas si vous le connaissez, de Moumen Smihi, un très beau film qui s'appelle Chéri, le vent qui souffle sur Tanger, et qui raconte exactement ça. Je pense que j'ai l'affiche du film, mais voilà, il est là. J'ai un peu cafouillé dans l'ordre des... C'est un très très beau film. Entre le documentaire et la fiction, une merveille. Sur la question de l'envoûtement et du désenvoûtement. Le troisième dialogue est encore une conversation téléphonique, mais là, entre une sœur et son frère. Et donc, c'est interprété par Esther Aflalo et son frère, Mozi, qui portent leur nom. Et ils se plaignent l'un et l'autre de situations économiques et familiales désastreuses. Donc, l'une a un mari joueur, fainéant et exigeant, et l'autre est au chômage. Il a une femme acariâtre et boiteuse. Et ils maudissent leur conjoint. Voilà, ils maudissent le casino. Voilà, c'est le cerre el tragapan por el casino ese que abrieron, où le mari d'Esther va jouer. Et donc, ils se quittent parce qu'ils ont peur du prix que va coûter cet appel. Et enfin, la quatrième pièce est un dialogue entre Simha et Esther, deux amies tangéroises, donc qui est jouée par toujours Esther Aflalo et une amie à elle qui s'appelait Edith Toledano. Et là, comme pour le premier dialogue, la tension naît de l'écart entre les personnages, puisque Esther est plus jeune et plus moderne. Esther raconte un voyage en avion terrible, où tout est souffrance. Le siège trop étroit, parce qu'elle est trop grosse, l'air conditionné, le repas est non cachère, et même le sachet pour vomir le repas en question. L'autre lui dit, bon, j'ai voyagé en train, et la Haketia de
de Simcha est beaucoup plus fluide, mais contaminée par du castillan et du français. Elle dit Estaba en una couchette. Et donc, Esther Aflalo, on voit qu'il y a une part d'improvisation, et Esther Aflalo s'infiltre dans ce mot, dans les hésitations de langue de son ami, et brode et développe des quiproquos sur le mot couchette, sur le mot wagon. On demande, voilà, qu'est-ce que c'est, les gens qui dorment les uns sur les autres, etc. Et elle finit par adopter un ton larmoyant, excessif, au point que l'autre comédienne semble arriver à une sorte d'impasse. Et on voit comment Esther Aflalo change de sujet pour donner un nouvel essor, et le dialogue parvient à durer jusqu'à 30 minutes. Bon, alors, en somme, dans toute cette cassette, on peut distinguer, il y a deux types de situations. Des dialogues fraternels, et puis une plongée qui sont une plongée dans le monde de la Haketiya, et d'autre part, la question de la modernité avec des jeunes qui sont directement inspirés de la réalité vécue par l'auteur. Et là, il y a une question linguistique qui se pose. Il y a des aspects qui sont fragiles. Là, comme on me presse un peu, je vais essayer d'aller plus vite. On voit que ça ne fonctionne pas très bien, et quand l'interlocuteur ne parle pas bien Haketiya, on a comme encore une fois un monologue d'Esther Aflalo, et puis on a des hésitations, des fins abruptes. Je ne vais pas pouvoir tout vous détailler, mais il y a en 1976 le dialogue suivant, et presque à évincer presque tous ces écueils, et il propose quelque chose qui est très proche du modèle qui va se développer à partir de 79. Donc là, c'est un mari et une femme. Mais c'est dans la structure de la pièce qu'on voit encore des hésitations. Parce que c'est le mari et la femme, ce qui permet beaucoup plus de situations comiques entre un mari et une femme, plus de tension. Ils lisent une lettre, et donc il y a des situations rocambolesques qui se passent chez la sœur du mari. Ils doivent y aller. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est un monologue de Mozi Cohen. Et donc on voit que disons, la fluidité dramatique est interrompue par ce monologue. Ça ne fonctionne pas complètement, tout à fait. En 1978, il y a encore une autre tentative d'Esther Aflalo. Et là, cette fois-ci, on a toujours un mari et une femme, mais et joué toujours par elle et son frère Mozi, mais avec beaucoup de personnages secondaires, et Mozi qui fait une incursion dans, si vous voulez, dans la farce, avec de nombreux éléments scatologiques, des grossièretés, des insultes, ou alors des bruits, des bâillements, etc. Et tout cet aspect grotesque et vil va être éliminé ensuite. On parvient, en 79, à une maturité par une stylisation. Esther Aflalo va éliminer la plupart des personnages secondaires. Les pièces vont se concentrer sur elle, donc sur le personnage d'Ister, Idemose, donc les deux, le mari et la femme, et beaucoup d'autres personnages vont être évoqués, mais n'interviendront pas. On évoque le fils, on ne l'entend pas. On évoque surtout le beau-frère et la belle-sœur, c'est l'homo ibonina, on ne les entendra jamais. Il y a beaucoup de subterfuges, par exemple des coups de fil, des gens et les pièces sont extrêmement écrites, extrêmement fluides, et fonctionnent très bien par le jeu des deux personnages. Et surtout, toute disons le caractère grotesque ou la farce
où on peut le regretter aussi, tout ce vocabulaire des malédictions qui est très riche en Haketiya, est écarté parce qu'ils inventent l'un et l'autre un autre personnage, qui est le personnage de Hanania, qui est un valet, qui est l'homme à tout faire de Selomo, le frère de Mossé, et qui est un personnage interprété aussi par Mozi Cohen, et qui crée qui endosse les éléments du bas du corps. Vous voyez, la crainte, la pauvreté, il est servile, et il donne une autre dimension, un souffle aux pièces de théâtre. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais peut-être que je pourrais vous faire écouter un petit fragment. En tout cas, vous voyez, ce que je voulais défendre, c'était le caractère, disons, l'élaboration littéraire, théâtrale, dramatique qui est en jeu ici. Et je vais vous faire écouter un petit fragment. Là, vous voyez, vous avez une des cassettes qui est bien dans son jus, là, celle de 79, El Erhil, La Mudanza. Et là, vous avez même l'appareil d'Esther Aflalo. Alors, j'espère qu'on va pouvoir l'écouter. Alors, on va écouter le tout début de celle de 75, vous allez voir. Est-ce que c'est... Vous avez un... Bon, on va voir si ça marche bien déjà. On n'entend rien. Est-ce que le son est activé? Ça ne se lit pas? Non, la barre ne bouge pas. Ça ne bouge pas? Bon, sinon j'ai apporté mon ordinateur pour qu'on puisse peut-être en écouter un extrait quand même, parce que sinon ce serait un peu frustrant. Je suppose que ça... Alors, a ver. Je vais voir si ça va chez moi. Chez moi, ça devrait aller. Donc, je vais vous faire écouter la toute première. Al tío, qué alegría de hallarte. Estás hecho un gial pintado. Al tío, este es el hijo de Mesodi. Hay días que te estoy viendo jugando con Leoncito. Has capado de mal. Estás endiamantado, me has regalado. Bienvenido, mi luz, bienvenido, bien hallado. Ay, qué alegría, farjana estoy de hallarte, mi rey. Ay, si te mirara Leoncito. Parece que te miró en Madrid, ¿no? Sí, cuando vine antes de venir. Ya me lo contó, que le entró una alegría, que te diré. Ay, ¿cómo estáis por ahí, mi alma? Muy bien, una vida nueva, un país nuevo. Pero ¿qué es este mal? Como mocheteímos todos. Cada uno y ande fue a parar. Ya hasra por esos tiempos, diamantados. Te lo contaría tu madre, lo que mirimos de luz y lo que nos farreímos y lo que hicimos de bueno en este Tánger. Alors, je vais juste vous faire écouter peut-être le début de ça, c'est, vous voyez, c'était pour vous faire écouter comment le décalage entre la modernité et la tradition. Je vais essayer de vous retrouver l'Erhil. Attendez, bon. Sinon, attendez, si vous voulez, s'il y a une question, je cherche pendant ce temps-là l'Erhil. D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup à Lina pour cette intervention. Il y a la première question par Carlos qui est là.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai juste une question par rapport à la disponibilité des livres en Haketia, car normalement, j'ai du mal à trouver des livres en Haketia, notamment en Espagne, lorsque j'essaie de, par exemple, acheter Yahasra ou des livres de Soli Levi. Aussi, Los judíos hispano-marroquíes de Jacobo Israel Garzón. Alors, est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Comment acquérir des livres physiques? Quoi que ce soit en Espagne ou en France, peut-être en France c'est plus facile, j'ai aucune idée. Merci. Alors, pour ce qui est du livre de Jacobo Israel Garzón, il faut écrire à Hebraica. Hebraica est la maison d'édition qui les vend, mais c'est vrai que les livres sont très difficiles à acquérir, très difficiles à acquérir. Oui, à Hebraica Ediciones, j'ai rempli le formulaire, j'ai envoyé ça, on m'a jamais répondu avec des infos sur... Mais alors, il faudrait peut-être essayer, parce que je sais qu'il est peut-être parti en Israël. Je pourrais vous donner son adresse mail à lui, personnelle. Ah ouais, merci. Avec plaisir. Super, merci. Avec plaisir. Oui, tout d'abord la madame et après le monsieur, et on va finir avec ça parce qu'il n'y a pas de temps. Je m'excuse vraiment pour cette rôle de police, mais si on doit respecter l'heure parce que sinon on va finir pour dormir ici. D'abord, merci pour vos interventions respectives. Donc, c'est une question qui s'adresse aux deux intervenantes. Parce que quand j'ai décidé de venir à ce colloque, c'est parce qu'il y avait le mot langue. Or, ni l'une ni l'autre, vous n'avez parlé de la langue. Alors, je commence par la dernière intervention. La Yahasra n'est pas un mot espagnol ou judéo-espagnol, c'est un mot arabe. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la particularité de cette langue, sa lexicographie et sa syntaxe. D'une part. Maintenant, pour Mourad Farag et le Shu'ara al-Yahoudiyoun, en quoi ces poètes utilisent un arabe particulier ou pas particulier, peut-être identique à celui des musulmans. C'est la même question que je vous pose, madame, c'est la question de la syntaxe, la lexicographie et la particularité, si toutefois il y en a une de cette langue. Je ne sais pas qui ça veut dire. Merci. C'est une madame à gauche. Je ne vois pas. Ah bon. Oui. Alors, dans une intervention, vous voyez, de 20 minutes, on a très peu de temps. La Haketia est la langue judéo-hispano-marocaine. Elle a pour origine l'espagnol de la fin du Moyen-Âge et qui a évolué avec des emprunts. Majoritairement à l'arabe du Maroc, avec, bon, bien sûr, il y a des éléments de la langue hébraïque et beaucoup d'arabe du Maroc, des éléments aussi de langue berbère, quelques éléments de portugais aussi, et même quelques mots d'anglais. Alors, pour ce qui est de la syntaxe, elle est souvent celle c'est celle de l'espagnol, mais avec quelquefois des hyperbates, enfin des modifications de la syntaxe un peu singulières, des déplacements de verbes, etc. Bon. Et sinon, la morphologie est souvent celle de l'espagnol. Ce qu'on observe, c'est que souvent, on va prendre une racine de l'arabe, par exemple, wahsh, la nostalgie, mais wahshiot et wahshia, c'est wahshia. Voilà. Donc on a, par exemple, le mot yahasra, et bien sûr, on a beaucoup de mots d'arabe qui sont intégrés en Haketia. On va dire yahasra por esos tiempos. On va prendre un mot portugais, par exemple, voilà, dabagar, l'adverbe, et qui veut dire tranquillement, lentement, on va dire devagar en portugais, mais nous on va dire dabagar contigo. C'est la construction du mot, enfin de la phrase, l'intégration des éléments qui est différente. La prononciation est différente.
il y a des mots d'espagnol qui sont réarabisés, et même des mots de langue latine qui sont prononcés avec une prononciation arabe. David Bounis l'a très bien démontré. Par exemple, basso, ça va donner bazo, ou el vaso, la mesa, comme on dit el aceite, vous voyez. Donc on a une prononciation et on a une très grande intégration aussi de la culture marocaine, des proverbes, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui sont traduits littéralement de l'arabe. Et puis il y a aussi des éléments de ladino, on va dire el santo bendito el, etc. Bon, voilà, vous avez des idées sur la Hakatia. Alors, Oui, mais vous devez savoir qu'il y a différentes manières de parler d'une langue, pas seulement de faire une analyse linguistique. Donc, je pense que les deux intervenants analysaient un peu la question de la langue de manière symbolique, sémitique, etc. etc. Donc, je voulais parler de littérature, justement, du fait que c'est une langue qui est aussi littéraire. Ma réponse est très courte, c'est de l'arabe classique. Et quand c'est les poètes à Samaou, on a cette évolution d'un arabe anti-islamique, le maître classique, et d'ailleurs l'écriture de Mourad Farag est classique. On est dans le néoclassicisme des années 20-30 de la poésie arabe. Et la dernière question, c'est de part de monsieur en rouge. Merci pour ce que vous nous avez présenté. Je dois dire que je vis en France depuis un certain temps et je viens d'Israël. Je n'ai jamais entendu parler de la Hakatia. Ok, mais ça c'est une faille comme les Ktav Rahout et Sfaradi qu'il n'y a pas, etc. Et je voudrais quand même savoir, une langue répond à un besoin de communication artistique, et quotidien, etc. Qu'est-ce qu'a provoqué l'apparition de la Hakatia? Premièrement, c'est peut-être une longue conférence. Et une autre chose, quelle est l'étendue géographique et à l'apogée, combien de gens ont utilisé cette langue et pourquoi il y a un déclin? Alors, je vais essayer de faire très très vite. Alors, le besoin de la langue, c'est un peu l'histoire singulière du judéo-espagnol, des judéo-espagnols. Donc la conservation d'une langue et d'une identité espagnole au Maroc a correspondu à différents éléments, sans doute aux questions de culture et de mariage. On voulait conserver des éléments et sans doute l'organisation des mariages venus d'Espagne et une identité qu'on a voulu conserver. Donc la culture et une identité espagnole. Donc là, quand les Juifs d'Espagne sont arrivés, ils sont arrivés d'abord à Fès et puis ensuite ils sont remontés, ils sont concentrés sur certaines villes et ils ont conservé cette culture avec le sentiment d'avoir une identité différente de celle des personnes qu'ils ont rencontrées, des autres juifs qui étaient là et qui avaient d'autres traditions, même pour la cacheroute, pour d'autres types de métiers. Ceux qui sont arrivés d'Espagne étaient très souvent citadins. Ils sont restés dans des villes et ils ont, un peu miraculeusement, comme c'est le cas aussi dans l'Empire ottoman, ils ont conservé leur langue. Donc ça a correspondu à cette volonté-là. Le nombre des personnes, c'est très difficile de vous le dire. Mais aujourd'hui, la langue est en très grand danger de disparition parce que il y a eu, c'est ce que j'ai dit rapidement, au Maroc, l'arrivée d'Espagnols à partir de 1860, de la guerre de Tétouan, et de la France, qui a établi son réseau de l'Alliance israélite universelle, qui s'est installé d'abord au Maroc. Donc, l'espagnol, le castillan et le français se sont imposés comme langue de culture. Le Maroc n'avait pas
développé, les judéo-hispanophones n'avaient pas développé de textes écrits. Les textes écrits étaient souvent des documents administratifs où la langue parlée n'apparaît pas beaucoup. Vous voyez, c'est une langue espagnole assez neutre. Quand on a, par exemple, dans des procès ou même dans des actes de la communauté, des dialogues entre, par exemple, des plaignants, là, il peut y avoir de petites choses en Hakatia, mais peu. Voilà. Et ensuite, à partir du milieu du XXe siècle, les gens sont allés s'installer partout dans le monde. Beaucoup au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Espagne, en France, et beaucoup en Israël aussi. Quand des communautés ont été constituées, surtout par exemple au Canada, au Venezuela, un peu en Espagne, il y a eu des productions. Par exemple au Canada, Soli Levi, ce dont je viens de vous parler pour l'Espagne. Au Venezuela, il y a eu des publications aussi. Peu en Israël, parce qu'en Israël, il y avait la volonté de créer Israël, l'implication. Et on a peu écrit sur la Hakatia. Et par exemple, Susanna Weishahak, qui est la grande ethnomusicologue, dit que les gens qui parlent Hakatia étaient très discrets et ne s'imposaient pas. Donc on n'entendait pas parler d'eux et on ne connaît pas leur culture. Vous voyez? Voilà. Ouais, merci aux trois intervenants. Et